Merci à chacun de couper son micro lors de cette présentation et s'il souhaite intervenir, de passer par le chat et de lever la main dans le cadre des questions-réponses qu'on va mettre en œuvre dans le cadre de cette présentation. N'oubliez pas de vous présenter effectivement lorsque vous aurez une question à nous poser pour qu'on sache qui est notre interlocuteur. Et puis, on gérera au fil de l'eau le chat avec les questions que vous pourrez nous poser. J'ai donc mis en place l'enregistrement et puis pensez à vous déconnecter à la fin de cette présentation puisque l'ensemble sera effectivement mis en ligne. L'objectif de cette présentation, donc d'abord vous a présenté le contexte dans lequel s'inscrit cet appel à projet dans le cadre de la programmation FEDER FTJ FSE 2021-2027. Vous présentez spécifiquement les objectifs et le contenu de cet appel à projet. Et l'objectif pour nous, de toute façon, c'est d'être au plus près de vos questionnements et vous aider et vous accompagner dans l'élaboration de la demande de soutien que vous allez formuler ici au dépôt de dossier. Quelques conseils qu'on vous fournira à la fin de la présentation pour un travail collaboratif performant, on va dire. Et puis, on est là, bien évidemment, pour répondre à toutes les questions qui seraient les vôtres sur cet appel à projet spécifiquement. Au niveau de la présentation, donc quelques points clés effectivement sur l'appel à projet, les typologies d'actions soutenues, les critères d'éligibilité de cet appel, les critères de sélection, puisqu'il y aura effectivement un travail de sélection qu'on va vous expliquer, des indicateurs sur cet appel dans la mesure où désormais sur la programmation 21-27, l'ensemble des indicateurs et de résultats et de réalisation contribuent à notre cadre de performance et donc valide l'ensemble des paramètres pour répondre à la maquette telle qu'elle a été présentée à la Commission européenne. Insister aussi sur les modalités de versement de la subvention dans le cadre un plus spécifique de cet appel qui, pour la première fois sur l'OS2, est basé sur une option à coût simplifié. Et on passera sur une deuxième partie sur les modalités opérationnelles de la candidature. Donc là, quelle est finalement toute la vie d'une opération FEDER, les différentes étapes de la candidature, les modalités de saisie du dossier sur e-Synergie, les pièces à joindre au dossier avec vraiment des éléments qu'il ne faut pas oublier de manière à ce que votre dossier soit recevable. Et puis quelques conseils pour terminer l'ensemble de cette présentation. Le contexte de l'appel à projet, on se situe donc dans un cadre de programmation qui s'inscrit dans une organisation renouvelée sur cette programmation 21-27 au sein de la Direction générale de l'Europe et de la coopération méditerranéenne, à l'intérieur de laquelle vous avez trois directions. Nous faisons partie donc du service transition juste écologique et énergétique qui elle-même s'inscrit dans la direction déléguée FEDER qui appartient elle-même à la direction des affaires européennes. Au niveau de la programmation, l'idée là, c'était de vous présenter l'arborescence et la maquette générale, la structure générale du programme FEDER FSE FTJ 2021-2027, avec donc tout l'OS2, donc une Europe plus verte, sur lequel donc le service travaille. Service que je pilote travaille avec toute l'équipe. On s'inscrit là dans un objectif spécifique 2.1 qui porte sur l'efficacité énergétique, pour lequel nous avons d'ores et déjà lancé un premier appel à projet sur la rénovation énergétique des bâtiments publics, pour lequel nous allons lancer un deuxième appel à projet prochainement. Et donc là, sur cette OSP 2.1, on travaille sur un appel à projet qui porte sur la rénovation énergétique des logements sociaux, avec deux volets inscrits dans la programmation 21-27, donc comme je l'indiquais sur la rénovation des bâtiments publics et celle des logements sociaux. L'objectif étant de viser la rénovation énergétique des bâtiments avec une performance en BBC, et des critères de sélection des bénéficiaires et des modalités, des taux d'intervention qui sont définis appel par appel et qu'on va vous préciser maintenant pour l'appel logements sociaux. Je passe la parole après la slide après vous avoir fait un petit récapitulatif, pardon,
du premier appel enfin, des premiers appels à projets qu'on a lancés sur ce thème de la rénovation des logements sociaux en 2016 et 2017. Donc, un certain nombre d'entre vous ont déjà répondu et déposé des dossiers, et clôturé les comptes dernièrement sur un certain nombre de dossiers portés par les interlocuteurs autour de la table ce matin. Donc, on a eu 25 opérations qui ont été programmées, qui nous ont permis d'intervenir sur près de 4 900 logements, toujours pareil en rénovation énergétique, pour un coût total éligible de FEDER un coût total éligible de 75,16 millions d'euros et une participation européenne de FEDER de 17,3 millions d'euros, avec une répartition géographique telle que vous la visualisez sur la carte. Et donc, une majorité de dossiers sur le territoire des Bouches-du-Rhône et en l'occurrence sur les Alpes-Maritimes. Je vais passer la parole à mes collègues qui vont se présenter, donc qui pilotent plus spécifiquement la thématique d'efficacité énergétique au sein du service et plus spécifiquement aussi se répartissent le portage et les appels à projets logements sociaux et rénovation énergétique des bâtiments publics. Bonjour à tous, donc je m'appelle Léonore Gagé, je suis chargée de mission donc FEDER au sein du service que pilote Delphine Vitali. Donc je vais vous présenter donc les points clés de l'appel à projet. Donc déjà, avant toute chose, on va vous indiquer où on peut télécharger le dossier de l'appel à projet. Donc là, je vous ai envoyé le lien dans le fil de la conversation, mais voilà, vous l'avez également affiché dans la présentation. Donc, vous pouvez le trouver sur le site donc europe.marégionsud.fr. Donc, vous voyez qu'il y a un bandeau bleu ici. Donc, c'est la section aide et appel à projet. Donc, vous cliquez dessus et là, vous avez l'ensemble des appels à projet qui sont en cours. Bon, vous verrez celui sur les logements sociaux apparaît plutôt en haut de la liste puisqu'il est sorti il y a le 24 juin, donc il n'y a pas longtemps. Vous pouvez également le chercher via les filtres donc de recherche. Donc, vous avez jusqu'au 22 octobre pour répondre à l'appel à cet appel à projet. L'idéal, c'est de ne pas attendre la dernière minute pour déposer le dossier. Idéalement, si vous avez des questions, etc., nous contacter avant 17-18 heures, puisque bon, même si vous avez jusqu'à 23h59, bon, voilà, l'idée, c'est qu'on puisse éventuellement vous aider si jamais vous avez un souci. Et évidemment, si vous pouvez avant la date butoir, c'est encore mieux. Donc, ce dossier comprend toute une série de documents qu'on va vous expliciter par la suite, et notamment donc, le texte de l'appel à projet qui récapitule les principales informations. Sachez qu'il y a 20 millions d'euros d'enveloppe prévisionnelle sur cet appel à projet. Donc, l'objectif, en fait, c'est de soutenir les travaux de rénovation énergétique d'ensemble de logements sociaux permettant d'atteindre le niveau BBC Rénovation. On y reviendra par la suite en termes de définition. Et avec le changement d'au moins une classe énergétique et avec une prise en compte de la problématique du confort d'été. Donc, quand on parle de travaux de rénovation énergétique, donc là, on a repris un peu les éléments, mais ils sont listés précisément dans l'appel à projet. C'est de manière assez classique, hein, c'est l'isolation thermique des parois, le remplacement des menuiseries, les équipements de chauffage, de chaude sanitaire, de ventilation, leur régulation, l'équilibrage et les travaux induits par ces travaux de rénovation énergétique. Voilà, sachant que l'estimation des coûts, mais ça on le verra par la suite, va se faire grâce à un barème standard de coût unitaire et qui vient couvrir donc ces travaux, sachant que les projets peuvent comprendre tout ou partie de ces travaux, évidemment. L'idée étant d'atteindre le niveau de performance exigé. Alors, justement, en termes d'exigence, on a donc plusieurs critères d'éligibilité qui concernent donc différents points, donc le bénéficiaire, la typologie de bénéficiaire et les bâtiments. Les critères qui concernent la thématique, donc des critères plus techniques, le lieu de réalisation, la temporalité de l'opération et enfin le plan de financement. Ces critères sont cumulatifs, donc en fait le non-respect d'un de ces critères rend le projet inéligible.
Donc, c'est ce qu'on vient vérifier quand on instruit une demande d'aide, c'est ce qu'on vient vérifier en premier, en fait, pour s'assurer que le dossier est bien éligible. Pour ce qui est des bénéficiaires éligibles, donc en fait, on a visé 4 types d'organismes parmi les organismes d'habitation à loyer modéré, donc qui permettent de couvrir en fait la grande majorité en fait des logements sociaux en région sud. Euh, voilà, donc je les liste pas, hein, je vous laisse, on les a rappelés ici, ils sont bien sûr dans le texte de l'appel à projet. Les projets, donc en fait, on vise, donc comme on l'a expliqué, les rénovations. Donc, les projets de construction neuve ne sont pas éligibles. Les projets de réhabilitation de bâtiments qui étaient totalement inoccupés précédemment ne sont pas éligibles non plus. Et enfin, il faut que les projets ne fassent pas l'objet d'un soutien via un autre dispositif de l'Union européenne. Enfin, le montage en opération collaborative est exclu. Pour ce qui est des critères d'éligibilité concernant la thématique, donc le projet est éligible s'il respecte les conditions donc, qui sont listées ici. Donc déjà, il doit être en phase APD lors du dépôt de la candidature. Donc c'est vrai qu'on vise des projets qui sont assez matures. Par ailleurs, il doit comprendre à minima un des postes de travaux que j'ai évoqués précédemment. Et enfin, j'allais dire, enfin, j'avais pas le plus important, j'allais dire, non, c'est pas forcément le plus important, mais bon, voilà, c'est important aussi. Les 3 critères, on va dire plus techniques suivants. Donc, le premier, il s'agit du niveau de performance énergétique BBC rénovation. Donc là, alors on n'exige pas le label, hein. On n'exige pas le label et on s'est basé sur la définition en fait donc que vous connaissez sans doute et qui fait référence à la labellisation précédente, qui est celle du CEP projet, donc consommation conventionnelle d'énergie primaire projet, qui doit être inférieur ou égal à 80 kWh par mètre carré par an, multiplié par la somme des coefficients A et B qui sont représentatifs de la zone climatique et de l'altitude. Sachez que nous, on va considérer la CEP projet sans prise en compte d'une production d'électricité. Donc, CEP projet, donc c'est issu du calcul de la réglementation thermique THCEEX. Alors ça peut paraître un peu barbare, hein, mais bon, je pense que pour ceux qui pratiquent, vous comprenez de quoi je parle. En tout cas, les bureaux d'études, ils comprendront, donc il n'y a pas de souci là-dessus. On exige un changement d'au moins une classe énergétique. Donc là, en fait, on ne va pas demander un nouveau calcul, on ne va pas demander un calcul DPE, de diagnostic performance énergétique. On va venir en fait projeter la CEP initiale et la CEP projet donc de l'étude réglementaire thermique sur une étiquette énergétique logement collectif. Et ça nous permettra de vérifier le changement donc d'une classe énergétique. Sachant que les résultats, on les demande par bâtiment, hein, donc que ce soit le niveau de performance ou tous les éléments, on va les demander par bâtiment. Voilà. Et enfin, on demande à ce que donc, le confort d'été soit pris en compte. Et pour cela, on demande la remise d'une simulation thermique dynamique sans climatisation, une note justificative qui décrit la solution retenue mise en œuvre. Et enfin, la mise en place de prises soleil sur l'ensemble des façades orientées sud et ouest, à minima, sauf contre-argumentation. Bien sûr, s'il y a une contre-indication de l'ABF, par exemple, vous le justifierez et ça sera pris en compte. Je vais t'arrêter peut-être quelques Oui. secondes, Léonore, si tu veux bien. On commence à avoir des questions, peut-être qu'on commence à y répondre au fur et à mesure. Alors, il y a une première question de Nicolas Pruvot. Les structures MOI sont-elles éligibles? Alors, MOI, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas non plus. Donc, peut-être Monsieur Prévost, si vous voulez prendre la parole pour nous expliquer. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Alors, en montant un petit peu le son, si vous voulez bien. Vous m'entendez là? Je suis pas sûr de Oui. pouvoir monter. Oui. Alors, structure MOI, c'est donc les maîtres d'ouvrage d'insertion. On bénéficie d'un agrément pour faire du logement social, neuf ou en réa. Et du coup, on n'est pas dans la liste, effectivement, on n'est pas SAHLM.
Il y a des associations et nous, on est une SAS, mais on ne relève pas du même article du CCH. Donc, je voulais savoir si on était éligible ou pas. Ouais, je pourrais peut-être échanger avec vous plus précisément, mais, en vous envoyant un mail et des références. Alors, a priori, si vous n'êtes pas dans la liste, Elle est restrictive, ouais. en l'occurrence, effectivement, la liste. D'accord, ok. Bon, c'est dommage. Ensuite, Ensuite, excusez, oui, Madame Entati qui nous demande, qui souhaite intervenir vous allez vous porter acquéreur d'un bâtiment non conventionné que vous conventionnerez avec une rénovation énergétique. En fait, la question est, enfin, vous devez être propriétaire des bâtiments au moment du dépôt. Oui, là, on est propriétaire, donc on s'est porté acquéreur de plusieurs bâtiments non conventionnés et qu'on conventionne, donc c'est ce qu'on appelle une acquisition-amélioration, et on fait une réhabilitation énergétique sur ces bâtiments-là. Donc, ça rentre dans le parc conventionné, mais les conventions APL, elles interviendront une fois qu'on aura fini les travaux de réhabilitation. Donc, je me posais la question sur l'éligibilité ou pas. est-ce que, pardon, pardon, donc Églantine Hénez, donc chargée de mission au sein du service, est-ce que enfin, en fait, pour être éligible à l'appel à projet, il faut enfin, au niveau des aides d'État, il faut répondre comme étant un service d'intérêt économique général et donc, par conséquent, avoir un mandat. Donc, ça se concrétise généralement par une convention d'utilité sociale. Mhm. Donc, est-ce que vous êtes bien dans ce cadre-là avec un... Oui, oui, Et on a donc, bien après, une inclus, convention oui. APL? D'accord. Ok. Et donc, l'idée, c'est vous allez acquérir des bâtiments, excusez-moi, je vous fais répéter, mais par contre, c'est l'APL qui sera mise en place Oui, après les travaux? Oui, une fois que les travaux sont terminés, la convention APL sera mise en place. Mais en amont, on a l'agrément de ces logements en logements sociaux. Je pense qu'on reviendra vers vous. Oui, en détail, si Oui. c'est au moment de la programmation qu'il faut que les choses soient faites ou si ça peut se faire aussi ultérieurement. Mais il faut qu'on regarde plus précisément et qu'on revoie avec vous. Très bien, parfait. Donc, c'est Betsy gère, donc on reviendra vers vous avec plus d'éléments aussi. D'accord, Parfait, merci. merci. Après, Madame Rigolet, Sophie nous demande si les projets dont l'OS a été signé. Alors, la question n'est pas tout à fait finie sur le chat, si vous voulez bien intervenir, Madame Rigolet. Bonjour, donc c'est un projet où l'OS vient d'être signé pour le démarrage des chantiers en phase préparation. Donc je voulais savoir s'il était éligible à ce stade-là. On va évoquer la temporalité par la suite, hein. Donc, peut-être juste, je propose juste qu'on finisse sur une question qui est sur le niveau de performance énergétique et peut-être après, on pourra prendre le reste des questions par la suite parce que du coup, pour qu'on puisse finir de présenter les autres critères. Concernant la question de Monsieur Mazoyer, donc par rapport au calcul BBC, donc oui, on a bien conscience qu'il y a une nouvelle réglementation, enfin que la réglementation a été actualisée sur le label BBC Rénovation. Ça a été un choix en fait de considérer la définition du niveau de performance énergétique. Donc on n'est pas, nous, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on n'exige pas le label, hein. Donc de fait, voilà, on n'a pas d'obligation finalement à se référer à la nouvelle réglementation et c'était un choix de considérer la définition précédente, sachant qu'a priori, elle ne devrait pas poser de problème pour la réalisation pour les bureaux d'études, puisque de toute façon, on va venir se baser sur la réglementation thermique qui est en vigueur. Et simplement, nous, on a privilégié cette définition parce que elle était plus cohérente avec l'ambition énergétique qu'on s'était fixée et c'est celle qui avait été considérée aussi dans le cadre de la préparation de l'appel à projet. Donc, on est resté là-dessus. Mais vous sembliez dire que... Oui, alors si je peux prendre la parole, bonjour à tous. Oui. En fait, on se rend compte, là, on a déjà fait des projets pour quelques mètres d'ouvrage, donc qui visent à être BBC, effectivement, selon la méthode 3CL.
Et on se rend compte, et par ailleurs, ils exigent aussi qu'il y ait le CEP projet inférieur à 80 et selon les différents coefficients. Et en fait, on se rend compte que les deux ne sont pas forcément possibles à atteindre parce que déjà, il y a l'électricité qui n'est pas prise en compte de la même manière, ce qui fait que certains projets pourraient être BBC selon la méthode 3CL, mais ne pourraient pas atteindre les 64 ou 80 kWh par mètre carré par an. Ce qui fait qu'on pourrait très bien avoir un projet qui aurait le label BBC, mais qui ne rentrerait pas dans vos critères, avec ce projet, on n'atteindrait pas le niveau de CEP. Bon, après, c'est un choix, c'est pas grave, mais du coup, c'est un peu dommage puisque, vous voyez, ce projet il répondra à tous les critères BBC, mais du coup, ils ne pourront pas faire les deux, quoi, je pense. Dans certains cas, pas dans tous les cas, mais dans certains cas, ils ne pourront pas. Ils peuvent faire les deux s'ils ont une ambition plus importante. C'est-à-dire qu'à partir, si je comprends bien, si en revanche, s'ils respectent notre critère, ils pourront prétendre au label. Oui, difficilement parce que, par exemple, si on part sur une rénovation, par exemple, pour un exemple simple de chaudière gaz individuelle, ça va être très compliqué, par exemple, avec le nouveau DPE, enfin, avec la méthode 3CL, parce que le gaz est fortement pénalisé. Voilà, enfin, bon, c'est un détail, mais oui et non, puisque ça peut être problématique pour certains maîtres d'ouvrage, je pense. Mais bon, vous verrez à l'usage, mais on va en discuter. Je ne vais pas vous bloquer la réunion, mais voilà. Non, non, bien sûr. Bah, on pourra en rediscuter effectivement, mais voilà, il a fallu faire un choix Oui, et c'est vrai j'imagine, ouais. on est parti là-dessus, quoi. Parce Ouais, que, enfin, faut avancer, quoi. Ok, ben, merci. et merci. Du coup, je poursuis peut-être la présentation des critères. Avec le lieu de réalisation, bon, là, voilà, ça concerne toute la région donc Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pas de surprise. Pour ce qui est de la temporalité, ça permettra de répondre à la question de Madame Rigolet, peut-être. Donc, l'opération, elle doit avoir commencé après le 1er janvier 2021. Donc, bon, voilà. Mais par contre, elle ne doit pas être achevée lors du dépôt de la demande d'aide. Donc, concrètement, l'opération peut avoir commencé, mais elle ne doit pas être achevée lors de la demande d'aide. En revanche, il faut bien qu'on réceptionne la demande de solde avant le 31 décembre 2029. D'ailleurs, on a précisé 31 décembre 2029, mais de fait, il nous la faudrait, je pense, quelques mois avant, puisqu'il faut quand même qu'on ait le temps de la traiter, puisque 31 décembre 2029, c'est la date de fin de programmation. Donc, voilà, on ne peut pas aller au-delà. Alors, sur cet appel à projet, on a mis en place une option de coût simplifié. Donc, en fait, ce sont des méthodes en fait, alternatives qui ont été convenues avec la Commission européenne, en fait, qui nous permettent d'éviter en fait, de justifier chaque euro de dépenses qu'on va venir cofinancer. Donc, ça permet de réduire la charge administrative de autant des porteurs de projets que de la nôtre, que de l'autorité de gestion, pardon. Et ça permet de fait de gagner en temps en termes à l'instruction, à la certification des dépenses. Par contre, on va venir vérifier l'atteinte du niveau BBC et le nombre de logements rénovés au solde. Voilà, puisque vous allez voir ce qui a été mis en place. Donc, c'est un barème de coût unitaire, voilà, qui s'affiche. Donc, en fait, qui va nous permettre de déterminer en fait, le coût total éligible selon le nombre de logements et selon la consommation d'énergie primaire initiale en fait, de l'opération. Donc, en fait, de chaque bâtiment. Donc, en fait, vous voyez ici qu'en fonction donc, du nombre de logements pendant l'opération. Donc, si on est en dessous de 100 logements ou plus de 100 logements, on va avoir un coût unitaire distinct. Et de la même manière, si on a une consommation énergétique initiale inférieure ou supérieure à 180 kWh par mètre carré par an, là aussi, ça va venir jouer sur le coût unitaire. Et en fait, en fonction de l'opération, on va pouvoir déterminer donc, le coût total éligible sur la base en fait, du nombre de logements concernés et du coût unitaire retenu. Du fait qu'il y ait quand même un paramètre du nombre de logements, plus ou moins 100 logements, si l'ensemble des logements d'une même opération ne sont pas concernés par la demande d'aide, il va falloir le justifier parce que voilà, on veut éviter les effets de seuil où potentiellement un porteur va venir découper son opération pour pouvoir bénéficier d'un coût unitaire plus intéressant. Voilà, donc il faudra juste le justifier si vraiment voilà, vous n'avez pas le choix de faire autrement.
Donc, le coût total éligible, donc ça, voilà, ça sera déterminé, comme je disais, grâce au barème. Et en fait, on va venir appliquer un taux d'aide à ce coût total éligible. Donc, le taux maximal FEDER, donc non bonifié sur cet appel à projet, est de 25% de ce coût total éligible. Cependant, il peut être bonifié à 30% si le projet intègre au moins un des critères suivants. Donc, soit le raccordement à un réseau de chaleur énergie renouvelable, enfin, avec plus de 50% énergie renouvelable et récupération, soit une installation de production d'énergie renouvelable électrique, soit le recours à des matériaux biosourcés pour l'ensemble, pour l'isolation des parois verticales hors soubassement. On a donc mis en place des montants planchers et plafonds pour l'aide FEDER. Donc, l'aide FEDER devra être supérieure à 200 000 euros. Et en revanche, elle ne pourra pas dépasser 1 500 000 euros. Donc, une fois que tous les critères d'éligibilité sont, on va dire, vérifiés, on va venir évaluer en fait le projet grâce à des critères de sélection. Donc, ceux-ci, vous verrez dans l'appel à projet, dans le texte d'appel à projet, sont détaillés de manière assez précise avec des exemples de comment on va venir justement évaluer chaque critère. Il se divise en 2 blocs, un bloc critères de qualité et un bloc critères de performance. Et l'objectif, c'est que l'opération ait la moyenne sur chacun des 2 blocs. Donc là, je ne vais pas les détailler ici, mais comme je le disais, ils sont bien expliqués dans l'appel à projet. Donc n'hésitez pas à expliciter lorsque vous remplissez votre demande d'aide. Vous verrez qu'il y a une section qui est dédiée dans l'annexe qui s'appelle descriptif détaillé du projet. Donc, c'est l'annexe 2 de la demande de subvention, avec une partie, en fait, qui est dédiée justement à ces questions de critères de sélection. Comme ça nous permettra, nous, alors, bien sûr, après, de toute façon, il y aura des échanges lors d'instruction, mais voilà, ça nous donnera quand même déjà des éléments pour pouvoir commencer ce travail. Chaque appel à projet, chaque projet financé par les fonds structurels et dont le FEDER fait l'objet donc d'indicateurs à renseigner. Donc, sur cet appel à projet, il y a 3 indicateurs. Un indicateur qui s'appelle RCO 18, donc qui correspond au nombre de logements rénovés. 2 autres indicateurs donc, de résultats. Donc, le RCA 26, donc, qui correspond à la consommation annuelle d'énergie primaire, donc avant et après travaux, et le RCA 29 qui correspond aux émissions estimées de gaz à effet de serre avant et après travaux. Donc là, on a, je pense, assez bien explicité dans l'appel à projet en termes de la définition, on va dire, un peu plus précise de ces indicateurs et comment les calculer. On a même mis un exemple en fait, de calcul en annexe du texte de l'appel à projet. Et enfin, on a une annexe, ça fait beaucoup d'annexes, mais bon, on a une annexe 4, donc à la demande de subvention, cette fois-ci, qui est vraiment dédiée aux indicateurs, où il suffit de renseigner finalement les éléments, les résultats en fait, de l'étude réglementaire thermique que vous nous fournirez dans un tableau, et ça vient les calculer automatiquement. Donc, en ce qui concerne les modalités de versement de la subvention, donc là, on suppose donc, évidemment que le dossier est instruit, programmé, voilà. Et donc, vous allez présenter une demande de paiement au solde et l'aide sera versée déjà, donc, comme je l'ai expliqué précédemment, selon si effectivement le niveau de performance énergétique BBC Rénovation est bien atteint. Donc, c'est toujours la même définition, hein, on ne va pas en changer en cours de route. Donc, qu'une des actions qui ont été listées tout à l'heure a bien été réalisée. On va pas vous demander le détail de tous les travaux. Il suffira bien sûr, de manière très détaillée, comme on pouvait le faire jusqu'à présent. Mais là, il s'agira quand même de justifier qu'il y a des travaux de rénovation énergétique qui ont été réalisés. Et le montant de l'aide sera éventuellement recalculé en fonction donc, du nombre de logements effectivement rénovés, des éventuels cofinancements perçus, et enfin, si il y a un taux de bonifie qui a été donc conventionné, on va vérifier bien sûr que un des critères qui permet de se taux bonifier a bien été réalisé.
Donc, sachez que là, on parle de solde, mais on est en train d'étudier aussi de faire que vous puissiez donc qu'on puisse envisager des acomptes. Voilà, mais c'est à l'étude. Vu que c'est des notions de coût simplifié, c'est pas si évident que ça. Ah, juste avant qu'on passe à une petite question, je voulais juste préciser que du coup, par rapport au logement, aux extensions, juste une petite précision parce que j'ai oublié de le mentionner jusque-là. Si jamais il y a une extension en bonne et due forme, genre, pardon, un étage, par exemple, un nouvel étage qui a été créé dans le cadre des travaux, dans ce cas-là, ces logements-là, on ne les prendra pas en compte dans le calcul du coût total éligible. En revanche, si dans un même volume existant, donc il y a par exemple la scission d'un logement en deux autres logements, donc là on considérera que c'est pas forcément un nouvel logement, enfin une extension en tout cas, et donc on pourra considérer le nombre de logements après travaux dans le cadre d'un même volume. Voilà, c'est une petite précision que j'avais oublié de faire. Voilà, suite à la présentation de ces premiers éléments, et puis on reviendra aux questions par la suite, on va vous poser une question à vous. Pensez-vous pensez-vous que votre projet correspond aux attentes de cet appel à projet? Donc voilà, ça nous donne nous un ordre d'idée si plutôt oui, plutôt non, ou je n'ai pas de projet. Donc là, normalement, on a un lien qu'on vous envoie de ce pas dans le chat. Donc si vous voulez bien répondre à la question, donc ça nous permet d'y voir un peu plus clair. Il y a une question du coup entre-temps, Léonore, sur le fait que les projets avec des financements en rue soient éligibles. Oui, En l'occurrence, oui, bien sûr. il y a un questionnement là-dessus, c'est tout à fait possible. Le fait qu'on soit en conception-réalisation, alors pas que dédié à des opérations neuves, effectivement, ce qui se fait aussi en rénovation énergétique, on pourra regarder ensemble, Monsieur Mazoyer, mais a priori, du coup, il faudra qu'on regarde les implications, mais on en rediscutera. Madame Touchard, qui souhaite qu'on lui envoie le barème, mais de toute façon, alors le barème, lequel barème en l'occurrence Le barème de coût unitaire. Ah, mais ça, Texte, c'est dans le texte de l'appel à projet de toute façon. Il est en ligne déjà. Le fait qu'on plafonne à 1,5 million, effectivement, comme je vous l'ai indiqué, l'idée est d'avoir une pluralité et de couvrir la totalité, si possible, du territoire régional. Et donc, on a effectivement fixé un seuil et un plafond à cet appel à projet. Et puis, est-ce que le financement FEDER est cumulable avec les aides de la région aux opérations de réhabilitation? Oui, également. Pourra-t-on avoir une précision sur le niveau BBC Réno et le changement de seuil? Ce n'est pas très clair. Madame Sirotto. Oui, bonjour, pardon, j'avais levé la main quand on en a parlé tout à l'heure, mais je pense que, enfin voilà, vous ne l'avez pas vu. Parce que donc par exemple, enfin voilà, pour prendre un exemple un peu plus concret, si on est en zone H3, donc le niveau BBC Réno, ce serait 64, donc sauf, enfin coupez-moi si je dis des bêtises, mais donc étiquette B, si mon bâtiment à l'état initial, mettons, est en D, et que je gagne une étiquette, donc que j'arrive en C, du coup je suis éligible ou je ne suis pas éligible? Non, parce qu'ils c'est des critères cumulatifs, donc il faut bien cumulable. respecter le niveau BBC Rénovation. Ouais. En fait, le changement de classe, honnêtement, généralement, c'est pas ce qui va être contraignant, c'est plutôt le niveau de performance énergétique. De fait, généralement, enfin, selon d'où vous partez, bien sûr, mais généralement, a priori, quand on rénove un ensemble de logements sociaux, le niveau de performance énergétique BBC va permettre forcément de gagner une classe énergétique. Simplement, on le précise puisque c'est une exigence dans le cadre de la définition d'un des indicateurs. Donc voilà. Mais c'est bien, les critères sont bien cumulables. D'accord, donc cumulable et selon la méthode de calcul THCUX, donc ancienne méthode, pas méthode 3CL. Ok, oui, super, merci beaucoup, c'est plus clair, merci. Je crois qu'il y avait d'autres mains levées, il me semble. Alors, il y a Monsieur Banchetti.
Oui, bonjour, Christophe Banquetti, 13 Habitat. J'aurais juste une petite question sur le plafonnement à 1,5 million. Est-ce qu'on doit vous présenter des projets pour arriver à 1,5 million uniquement de subventions ou on peut vous présenter des projets de plus grande envergure et vous plafonnerez automatiquement la subvention? C'est ça, c'est le deuxième cas. Voilà, de toute façon, vous nous. Alors, de fait, vous n'allez pas nous présenter des dépenses. C'est ça la nouveauté, hein, cet appel à projet, hein, mais ça va simplifier la vie de tout le monde, je pense. Là, de fait, vous allez juste nous présenter votre projet en justifiant qu'il atteint bien le niveau de performance énergétique et qu'il comprend bien les travaux de rénovation énergétique. Et enfin bref, vous avez expliqué que voilà, qui permet de remplir tous les critères qu'on a détaillés et le nombre de logements qui sera rénové. Et donc, nous, on va venir déterminer, grâce au barème présenté tout à l'heure, le montant, nous, qu'on sera en mesure de considérer, le coût total éligible. Sur cette base-là, on pourra déterminer l'aide FEDER. Si effectivement, sur cette base-là, l'aide FEDER, elle est supérieure à 1,5 million de manière théorique, dans ce cas-là, on plafonnera à 1,5 million. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres mains levées? Non, je crois que... Il y a à nouveau la question relative au fait que l'appel à projet soit seulement pour les logements conventionnés ou le fait qu'il ne faille être que bailleur social pour être éligible à l'appel. Et donc, c'est en lien avec ce que tu évoquais tout à l'heure. Les deux, il faut que la structure réponde Soit dans la liste. voilà, Ouais. aux 4 structures. Ah, pardon, excusez-moi. Aux 4 structures listées là sur la slide que Léonore a présentée et que effectivement ils aient une convention d'utilité sociale et une convention APL. Ancienneté de conventionnement requise. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous pouvez être en cours de conventionnement. Il faut juste qu'on regarde à quel moment il faut qu'on ait le conventionnement. Mais il n'y a pas d'ancienneté en tant que telle requise. Par contre, c'est un paramètre incontournable de l'appel, effectivement, pour être éligible. On poursuit peut-être. Alors, oui, peut-être les résultats. Du questionnaire. Donc, 21 réponses, 14 plutôt oui. Donc, et on est plutôt pas mal. Ça serait peut-être intéressant d'avoir, du coup, pourquoi les projets que vous auriez en tête ne répondent pas à cet appel à projet. Ça nous permet d'avoir aussi un retour là-dessus. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de ça ou un petit mail peut-être. Un mail. Ou un mail. Ouais, je pense que ça sera peut-être plus ça. Allez, c'est parti. Alors, non, il faut que je fasse. Tac, c'est ça? Ouais. Voilà. Alors, on est parti ensemble pour les modalités opérationnelles de la candidature. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter la vie d'une opération. Donc, c'est-à-dire que, voilà, nous, dans un premier temps, sur la base du programme 21-27, on établit un appel à projet où on vient préciser un certain nombre de choses, les critères, les montants, les plafonds, etc. Donc, l'appel à projet est publié et vous, de votre côté, vous êtes en phase de candidature. La phase donc, on a une date de clôture. Donc, on regarde les dossiers recevables et on attaque l'instruction. Donc, là aussi, on sera en échange sur pas mal de sujets voilà, pour pouvoir établir le rapport d'instruction et répondre, donc valider les critères d'éligibilité, etc. ensemble. Si tout se passe bien, le dossier est présenté donc, au comité régional de programmation et si le dossier reçoit un avis favorable, il est conventionné, donc on établit la convention, donc c'est la phase de programmation. Pour cet appel à projet, en termes de temporalité, voilà, par rapport à l'exécution physique, donc les travaux de rénovation énergétique, ils peuvent avoir démarré, bon, pas forcément comme la diapositive le projette. Vous pouvez
d'ores et déjà avoir démarré vos travaux en phase de candidature ou ça peut intervenir plus tard. Il faut bien respecter donc la temporalité présentée par Léonore, à savoir le projet ne doit pas avoir démarré avant le 1er janvier 2021 et la demande de solde doit intervenir donc avant le 31 décembre 2029. Voilà. Donc voilà, vous faites vos travaux, le projet se déroule et donc on va se reparler au moment des demandes de paiement. Donc a priori, à ce stade, on part sur un solde direct. On verra les résultats des discussions qui sont en cours. Et donc, pour la phase chez nous de certification de service fait, où on va venir regarder les livrables, etc. Puisque à ce stade-là, on n'aura plus les factures, voilà, et puis avant de déclencher le paiement. Donc, en ce qui concerne les étapes de la candidature, donc la première chose à faire, effectivement, c'est prendre connaissance de l'appel. Donc, Léonore vous a transmis le lien. Donc, notre appel est disponible sur le site Europe Ma Région Sud. Donc, il se compose de plusieurs documents. On va en discuter ensemble dans quelques instants. Donc, lire le texte de l'appel et prendre connaissance des annexes. Si vous en ressentez le besoin, voilà, prendre contact avec nous pour discuter de votre projet, discuter des éléments de candidature. On est vraiment là pour vous accompagner. Donc là, se trouve sur cette slide, pardon, l'adresse générique du service, mais vous pouvez tout aussi bien nous contacter. Il y aura des contacts en dernière diapositive. Voilà, peu importe le moyen de nous contacter, on est vraiment là pour vous accompagner dans l'optique donc de constituer votre dossier de demande d'aide et de compléter les annexes. Donc à ce stade-là, il y a plusieurs outils qui vont vous aider, on pense. Donc il y a la trame e-synergie qui est disponible dans le zip de l'appel. Donc en fait, cette trame e-synergie, ça vous permet de prendre connaissance en amont, on va dire, de la saisie sur e-synergie des questions qui vont vous être posées et donc de préparer le rédactionnel. Et vous avez aussi disponible le guide du candidat dont le lien se situe ici. Donc il faut savoir que les demandes de subvention se font via le portail e-synergie et les demandes se font uniquement par ce biais-là, en ligne. Voilà, et pour vous accompagner, il y a la notice d'aide d'utilisation e-synergie disponible dans le ZIP, pardon. Donc voilà, quand vous allez sur le lien donc, qui était sur la slide précédente en lien hypertexte, vous arrivez sur cette page ici. Donc, pour les structures qui ont déjà un compte, l'idée, c'est de venir voilà, se connecter à déjà inscrit. Pour les structures qui n'auraient pas encore de compte, vous choisissez au niveau du bandeau avec les petits bonhommes le type d'entité. Il faut savoir que donc c'est un compte par structure. Donc la première personne de votre structure qui crée un compte devient le gestionnaire des utilisateurs sur cet identifiant-là. Donc c'est cette personne-là qui va, quand elle se connectera, pouvoir créer un compte directement. Les personnes suivantes de cette même structure seront créées donc, par le gestionnaire des utilisateurs. Donc, le gestionnaire des utilisateurs, il a pour charge de créer les comptes des utilisateurs suivants, donner les droits d'accès et définir les paramètres génériques de la structure. Si vous avez des petits soucis, vous voyez que quand vous essayez de créer votre compte, voilà, ça ne marche pas, etc. Je vous ai mis les coordonnées du référent Synergie chez nous pour vous dire peut-être quelle est la personne référente au sein de votre structure qui pourra venir vous créer votre compte et les droits d'accès. Nous en venons aux pièces à joindre à votre demande de subvention. Donc pour cela, on a un document Excel donc, qui s'appelle la grille des pièces à joindre, qui va être un petit peu le document qui va vous servir quand vous allez déposer votre demande de subvention de checklist. Est-ce que j'ai bien
tout transmis. Et nous, quand on va étudier votre candidature, ça va nous permettre aussi de faire cette même vérification. Donc, vous avez le lien ici pour un petit tuto vidéo. Alors, je n'ai pas mis tous les liens des tutos vidéo, mais il y en a un certain nombre sur le site Europe, ma région sud, non, europe.marégionsud.fr. Voilà, donc ce document, il se compose de 4 onglets. Donc, le premier onglet, ce sont les documents relatifs à la recevabilité de votre demande de subvention. Donc, on y viendra tout à l'heure. Pardon. Le deuxième onglet, donc, c'est les documents administratifs de type, voilà, vous devez nous transmettre vos statuts, le RIB, les comptes de résultats, ce genre de choses. Un onglet qui est spécifique donc, aux documents que demande l'appel à projet. Donc, en ce qui nous concerne, c'est, on va dire, plutôt des documents techniques et un petit peu d'administratif aussi. Et un onglet qui concerne les ressources financières, donc les autres cofinanceurs pour ce projet-là. Donc, dans un premier temps, on va faire un petit focus sur les documents relatifs à la recevabilité. Donc, quand vous êtes sur le portail Synergy, donc vous allez répondre à un certain nombre de questions, joindre un certain nombre de pièces, on va dire, et vous allez imprimer la demande de subvention. Et à la fin de la demande de subvention, vous aurez la lettre d'engagement. Donc, ça, c'est un document qu'il faudra faire signer et nous retourner. Il faut savoir que l'ensemble des documents qui sont présentés ici, lors du dépôt du dossier, si un seul des documents est absent, votre dossier sera considéré comme irrecevable et donc ne sera pas instruit. La capacité du représentant légal, si c'est cette personne-là qui a signé la demande de subvention, ou les documents relatifs à la délégation de signature, le cas échéant. Donc, sur la deuxième ligne, il y a toutes les annexes de l'appel à projet qui vous ont été transmis, qui sont disponibles dans le zip de l'appel à projet. Donc, ce seront des annexes à compléter. On a donc le plan de financement. Alors, c'est un document qui est assez simple pour le coup. Il y a 3 cellules à renseigner, donc on verra ça ensemble tout à l'heure. La description détaillée du projet, Léonore en a un petit peu parlé. En fait, c'est un document en Word pour vous permettre justement d'être assez libre sur ce que vous avez envie de nous présenter. Vous pouvez nous mettre des photos, vous pouvez nous mettre des schémas, tout ce que vous jugerez utile à la bonne compréhension de votre projet. Et donc, dans la partie 3, vous pourrez répondre aux questions que l'on a détaillées dans la partie critères de sélection pour nous permettre donc d'analyser votre projet. Les principes horizontaux, donc c'est un document où il y a des petites cases à cocher, mais il faudra bien évidemment détailler vos réponses dans la partie commentaires. On a une annexe dédiée, Léonore en a un petit peu parlé, aux indicateurs. Donc, on verra ça ensemble, comment on la complète. Ça sera sur la base des résultats de l'étude réglementaire. Et enfin, celui que nous aimons tous, le tableau d'absence de surcompensation pour ceux qui connaissent. Donc, ce tableau-là, en fait, il est imposé par la réglementation sur les aides d'État. C'est sur les aides d'État, donc les SIEG. Donc, c'est un exercice que nous devons faire à l'instruction, au solde, et si le projet dure plus de 3 ans, entre ces 2 étapes, tous les 3 ans. Donc, c'est un document qui vise à vérifier que finalement, la compensation perçue par les bailleurs sociaux est dans une limite raisonnable, on va dire. Voilà. Et donc, c'est un document qui trace toute l'économie du projet, où chaque cellule devra être appuyée d'un document justificatif.
Si on regarde ensemble l'annexe 4 sur les indicateurs, donc en fait, c'est vrai je vais peut-être faire une petite précision. Dans votre demande de subvention, ce qu'on attend, ce n'est pas une demande par bâtiment, ça va être une demande pour une résidence, on va dire, un ensemble de logements, un même site géographique. Donc là, on ne voit peut-être pas très bien, mais donc vous allez renseigner le nom du bâtiment et toutes les données, tous les résultats qui vont vous être présentés dans l'étude réglementaire, que ce soit donc en phase initiale, donc c'est toutes les cellules saumon qu'il faudra renseigner, ou au niveau de l'état projeté de votre bâtiment. Donc les calculs, il y a un certain nombre de calculs qui sont automatisés, qui vont être repris finalement dans l'onglet synthèse des indicateurs, qui va vous permettre de remplir ce qu'on vous demande au niveau de la demande de subvention sur e-Synergie. Il y a une ligne qui s'appelle donc CEP initial retenu pour le calcul du coût total éligible, dans le cas où voilà, sur votre projet comporte plusieurs bâtiments qui n'ont peut-être pas été construits dans la même année, etc., qui ne comportent pas les mêmes caractéristiques thermiques. Et donc, on a fait le calcul ici de la donnée qui va être utilisée pour le barème. Donc, c'est pour ça que c'est en lien finalement avec l'annexe 1 sur le plan de financement. Donc, cette annexe, c'est toujours un Excel. Elle est composée de 4 onglets. Un onglet notice, un onglet dépenses qui est présenté ici, qui est finalement assez simple. On va venir renseigner le nombre de logements de l'ensemble de l'opération, on va dire, que vous présentez au niveau du FEDER. La CEP initiale retenue pour le calcul que vous allez récupérer de l'annexe 4 indicateur. Le barème vous est rappelé ici. Et donc, dans la cellule coût unitaire par logement, c'est un menu déroulant. Vous allez venir choisir donc la bonne valeur et ça va vous calculer automatiquement le montant prévisionnel total. Sur l'onglet ressources, donc c'est ici que vous allez venir renseigner les cofinancements, donc qui vont venir compléter le FEDER. Et pour ce qui concerne les règles de proratisation des autres cofinancements, on a essayé de détailler ça, les différents cas de figure, dans l'onglet notice. Donc, vous pouvez vous y référer pour compléter au mieux ce document. J'ai envie de dire, peut-être penser, voilà, avant de compléter, à effacer les données qui sont renseignées à titre d'exemple. Ce que je peux dire peut-être, c'est que ça va être, voilà, il y aura un onglet synthèse qui va vous permettre de renseigner e-Synergie les valeurs. Et si maintenant on va passer donc au document spécifique à l'appel à projet. Donc voilà la petite ruche de documents. Donc en bleu, on va dire en bleu clair, plus clair. C'est tous les documents que l'ensemble des porteurs de projets devront transmettre. Donc, on a une note relative au découpage artificiel, ce que vous expliquait Léonore tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on attend des bailleurs que pour un même site géographique, l'ensemble des bâtiments et des logements soient rénovés. Et donc, dans le cas contraire, il faudra le justifier. L'étude thermique réglementaire, donc là, l'essentiel, c'est d'avoir les résultats par bâtiment. Donc, soit une seule étude avec les résultats par bâtiment, soit plusieurs études, ça n'a pas d'importance. La méthode de calcul, donc Léonore l'a dit, c'est la méthode THCEX. Voilà. Une simulation thermique dynamique, donc l'idée, c'est de la faire sans climatisation, puisque on veut, par cette étude-là, regarder finalement le comportement du bâtiment. Voilà. Et que ce soit pour l'étude thermique ou pour la simulation thermique dynamique, à la fin du texte de l'appel à projet, vous avez des annexes qui viennent un petit peu expliquer finalement ce qu'on attend
comme information au niveau de ces documents. La note de confort d'été va venir figer finalement le scénario qui a été choisi parmi les scénarios étudiés dans la STD. Et le porteur de projet pourra venir détailler l'ensemble des mesures qui a été mises en place. Je pense notamment, voilà, s'il y a un travail sur la végétalisation, de la désimperméabilisation, ça sera dans cette note-là aussi que ces informations pourront être consignées. Léonore vous l'a dit, nous exigeons la mise en place de brise-soleil. Donc, soit il faudra fournir soit en fonction du stade d'avancement de votre projet une notice descriptive ou le CCTP, ou voilà, un document justificatif sur la non-pertinence de la mise en place de ces brise-soleil. Les plans de masse, de façade et de niveau vont nous permettre de visualiser votre projet et de voir les extensions. Donc ça, Léonore vous a expliqué. Voilà, s'il y a un nouvel étage, nous n'allons pas prendre le nombre de logements, de nouveaux logements pour le calcul du CTE. Les conventions d'utilité sociale, donc ça, finalement, c'est le mandat. La convention appel et ses avenants, donc, ou ça peut être aussi un projet qui va permettre de décrire voilà, ce nouveau projet, les nouvelles surfaces, etc. Donc ça, on l'attend au niveau de la demande de subvention. Ensuite, le descriptif, on attend de vous un descriptif de la démarche d'accompagnement et de sensibilisation des occupants avant et après travaux. Donc ça, c'est pour répondre à un des critères de sélection de l'appel à projet. Donc, on fera un document spécifique et on ne viendra pas finalement répondre à cette partie dans l'annexe projet détaillé. Et bien évidemment, il va falloir fournir toutes les pièces justificatives aux données renseignées dans le tableau d'absence de surcompensation. Donc là, on vous demandera, si possible, de faire un petit sous-dossier à part et de nous mettre tout ça pour qu'on sache bien que ces documents-là, c'est pour le tableau d'absence de surcompensation. Et ensuite, il y aura des documents spécifiques qui sont listés dans la grille des pièces à joindre par rapport aux critères donnant lieu au taux bonifié. Le cas échéant. Et ensuite, voilà, un petit rappel du calendrier. Donc, l'appel à projet est sorti, a été publié le 24 juin. Nous nous retrouvons autour de nos écrans aujourd'hui pour ce webinaire de présentation. Donc, va débuter la phase d'accompagnement des porteurs de projets jusqu'à la date de clôture de l'appel. Encore une fois, n'hésitez pas à nous solliciter. On est vraiment là pour vous accompagner, vous permettre de déposer votre demande dans les meilleures conditions. Passé donc le 22 octobre, 23h59, on va passer à la phase de recevabilité des candidatures. Donc, on va analyser toutes les candidatures et on va faire cet exercice-là avant de passer à la phase d'instruction des demandes de subvention. Donc là, je vais passer la parole à ma collègue Yael Azoulay, qui est coordinatrice voilà, au sein de notre direction. Donc, voilà. Je vous remercie. Bonjour à tous. Donc, comme le disait Églantine, je suis la coordinatrice des contrôles de premier niveau. Donc, moi, j'interviendrai à l'issue vraiment, enfin après le conventionnement, lorsque vous serez donc bénéficiaire de la subvention FEDER. Donc, j'ai fait trois petites slides pour un petit peu vous donner quelques conseils concernant vos demandes de paiement. C'est des conseils qu'on peut vous donner suite à notre expérience sur la dernière programmation. Il est vraiment primordial de penser à anticiper et à bien s'organiser. Il y a pas mal d'obligations qui sont indiquées dans votre convention, notamment les documents qui seront attendus dans le cadre de la demande de paiement, les justificatifs liés aux livrables. Et c'est vraiment des points
qui seront très importants dans le cadre des échanges pour le traitement de votre demande de paiement. Donc, c'est important de bien s'organiser et je pense notamment au turnover que vous pouvez avoir dans vos équipes. Parce que si on n'est pas informé en amont, on peut avoir ensuite des difficultés quant aux échanges. Il faut vraiment penser à bien fluidifier l'information pour qu'on puisse avoir des interlocuteurs dédiés et réactifs. Donc, la capacité administrative, comme on parlait tout à l'heure, Léonore, ça fait effectivement partie des critères qui seront analysés dans le cadre de votre demande de subvention. Mais lorsque vous allez devenir bénéficiaire, ce ne sera plus un critère. Par contre, la capacité administrative doit vraiment être maintenue parce c'est vraiment important. Tous ces éléments vont concourir à accélérer les délais de traitement et donc le paiement de vos demandes. Donc, il faut penser à bien respecter le calendrier de dépôt des demandes de paiement. C'est un calendrier qui sera indiqué dans votre convention. En cas de retard, si effectivement, pour une raison X ou Y, la demande de paiement ne peut pas être déposée en temps et en heure, il faut penser à bien nous en informer. Donc, soit vous informez le dernier interlocuteur que vous avez eu, c'est-à-dire le chargé de mission qui a instruit votre demande de subvention, ou alors vous pouvez me contacter directement et ça permettra que l'on puisse s'accorder sur une date de dépôt qui vous conviendrait davantage pour qu'elle puisse être respectée. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la réactivité dans le cadre des échanges est très importante, puisque lorsque la demande de paiement est déposée, il y a tout un process qui se met en place en termes de recevabilité de la demande, en termes de complétude, pour que l'on puisse finaliser le traitement et établir le certificat de service fait. Pensez également à bien suivre financièrement votre opération et notamment avec les cofinancements. Il y a certains cofinanceurs dont, lorsqu'on est au solde, on a besoin de savoir exactement les versements qui ont été effectués par vos cofinanceurs. Donc, il est important d'anticiper ces demandes-là, puisqu'on a besoin d'avoir une attestation de versement, une attestation de solde de vos cofinancements pour pouvoir établir le montant de FEDER qui va vous être versé définitivement. Donc, c'est vraiment, voilà, ce sont vraiment des points importants et qui concourent, comme je le disais tout à l'heure, à accélérer nos délais de traitement et donc le paiement de vos demandes de paiement. Donc là, on a fait un petit focus sur le tableau d'absence de surcompensation. Églantine en parlait tout à l'heure, c'est un tableau que vous allez remettre au moment de votre demande de subvention, puisque c'est imposé dans le cadre de la réglementation sur les aides d'État. Et lorsque vous allez arriver au solde, il va falloir actualiser ce tableau d'absence de surcompensation, l'actualiser en tenant compte vraiment des nouvelles données qui seront actualisées du coup lors de la demande de solde. Ou éventuellement, le cas échéant, tous les 3 ans, hein, si on est sur un délai qui est plus long entre la demande de subvention et la demande de solde. Donc, il faut vraiment penser à anticiper la collecte des données et les différents documents probants qui vont permettre d'appuyer les différentes valeurs que vous allez renseigner. Puisqu'en effet, très souvent, les services, on va dire plutôt techniques, qui vont remplir ce tableau d'absence de surcompensation ne sont pas forcément les mêmes interlocuteurs que ceux qui vont plutôt gérer la partie administrative et financière. Donc, c'est vraiment important que l'on puisse avoir une vraie réactivité pour l'actualisation de ces données avec tous les documents probants qui vont permettre de bien comprendre en fait comment le tableau a été actualisé. Et enfin et en dernier lieu, la publicité européenne. C'est un point qui est très important, qui est rappelé dans le cadre de la convention attributive. Vous avez sur europe.maregionsud.fr, vous avez différentes rubriques qui vous permettent justement de bien respecter vos obligations en termes de communication. Vous avez également une vidéo, une sorte de tuto qui va vous expliquer vraiment ce que l'on attend, ce qui est attendu en termes de publication, de publicité européenne. Et il y a également tous les outils relatifs à la charte graphique. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que cette publicité européenne, il faut pas attendre vraiment le solde hein, pour
pour s'y intéresser, dans toute la vie de votre projet, il va falloir vraiment communiquer sur le financement européen, en respectant bien sûr tous les conseils donnés sur Europe, ma région sud. Lorsqu'on sera au solde et qu'on va analyser votre demande de solde, on va vous demander les justificatifs et toutes les preuves de la publicité que vous aurez mise en place. Et le non-respect de cette obligation va entraîner l'application d'une réfaction sur le montant de la subvention qu'on pourrait vous verser. Donc, ça peut aller jusqu'à 5%. Et il faut vraiment, bien rester conforme à l'annexe 4 de la Convention qui va rappeler toutes ces obligations en termes de publicité, et ça permettra que l'on puisse, dans le cas du rapport de contrôle de service fait, confirmer que la publicité a bien été, les obligations en matière de publicité ont bien été respectées. Voilà pour ces quelques conseils. Merci Yael. Alors, avant de conclure ce webinaire, en tout cas pour la phase présentation, on va passer à 2 petits questionnaires. Hop. Voilà. Tac. Donc, voilà, ça va nous permettre d'avoir un retour donc, sur est-ce que vous avez trouvé ça plutôt clair, cette présentation? Est-ce que ça vous a éclairé? En tout cas, c'est le but pour nous, donc j'espère que ça a été le cas. Même si de toute façon, il reste forcément des questions, alors soit celles vers lesquelles on a déjà renvoyé vers nous pour un échange spécifique, ou au moment où vous allez commencer à constituer votre dossier, comme on l'a indiqué dans le chat, n'hésitez pas non plus de toute façon à revenir vers nous pour qu'on vous accompagne au mieux en vue d'un dépôt au mois d'octobre. Donc, peut-être on rappelle la date, on l'a dit, mais le 22 octobre. Voilà, vous avez jusqu'au 2 minuit pour déposer vos dossiers. Comme on l'indiquait, l'idée c'est d'anticiper un peu de toute façon la date du 22, mais on a quelques mois pour travailler ensemble et optimiser votre dépôt et le sécuriser surtout. On a des petits problèmes d'affichage, mais bon, c'est plutôt clair a priori. Oui, a priori, ça va. Dernière petite question. J'espère que ça va fonctionner. Alors voilà, donc suite à cette présentation, voyez-vous une difficulté particulière en vue de votre demande de subvention FEDER? Donc je copie le lien. Il y a une main levée d'Élise Salim. On peut peut-être prendre. Ouais. Si vous souhaitez intervenir. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Merci pour la présentation qui est super intéressante. Je me permets juste de revenir sur ma question que j'ai écrite sur le critère APD, et notamment pour le cas des conception-réalisation en fait. Mais la conception-réalisation, est-ce que, enfin, peut-être que je me trompe, mais il me semblait que c'était pour des constructions neuves. Pas forcément. Non, pas forcément. On a une opération qui répond à tous les critères. On vient d'attribuer le marché et on est en conception-réalisation pour une réhab importante, énergétique principalement et un peu technique. Mais a priori, il y a malgré tout l'équivalent. Enfin, même si ce n'est pas tout à fait le même processus qu'avec une maîtrise d'œuvre, on va dire classique, il y aura l'équivalent des études en phase APD, quoi, Oui. j'imagine. Non, mais exactement. Non, mais ce que je voulais dire, peut-être d'ici le 22 octobre, on n'aura pas un APD qui aboutit, quoi. C'est-à-dire, là, on vient d'attribuer, on est en pleine concertation locataire, etc. Bah, on a le projet, bien sûr, avec Céline, etc. C'est pour ça que ça répond un peu à tout ce que vous avez présenté. En revanche, voilà, quoi. Après, ça va se croiser avec l'élaboration de l'APD, quoi.
On a effectivement une exigence de maturité des dossiers au vu de l'avancement aussi de notre programmation et donc de l'objectif de certification des dépenses correspondantes, spécifiquement option à coût simplifié telle qu'on vous l'a présentée. Et donc là, il y a un caractère rédhibitoire sur cette maturité des dossiers. Il faut vraiment que vous soyez en phase APD au moment du dépôt du dossier. Ok, merci. Je vous en prie. Est-ce Donc, qu'il y on a a eu d'autres questions? que 5 réponses. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui, il y a une main levée là. Oui, merci. Juste une petite question concernant les lettres d'intention de cofinancement public. Est-ce que les conventions de financement peuvent suffire? Oui, en fait, c'est en fonction de on va dire, du stade d'avancement de la convention avec les autres cofinanceurs. Donc, si vous n'avez pas encore la convention, on vous demande de fournir ce document-là. Mais si vous avez la convention ou voilà, un arrêté, une décision, etc., effectivement, on préfère avoir la version finalisée, quoi, avec le montant, etc. Au stade de l'instruction. Au stade de l'instruction, oui. Oui, parce qu'après, effectivement, comme le disait Yael, au moment du solde, il va falloir faire le tour de table des cofinanceurs et leur faire remplir un document parce que le FEDER vient en dernier. Et c'est d'ailleurs nous qui avons la chance et le privilège d'utiliser toutes ces données-là dans le tableau de surcompensation et de faire ce magnifique exercice. Voilà. Merci. Il y a une nouvelle main. Oui, bonjour, rebonjour, Christophe Manchetti, 13 Habitat. J'aurais juste une question concernant une convention qu'il y a entre la région et AMPM qui s'appelle Nos territoires d'abord, qui peut être cumulée apparemment avec le FEDER. Concernant donc les engagements de la région, est-ce que je dois également contacter un autre service de la région pour avoir une lettre d'engagement ou juste le préciser dans l'appel à projet suffit? Nous attendons des lettres d'engagement, effectivement, du service de nos collègues. D'accord, merci. Ouais. En fait, la région est traitée comme un cofinanceur, comme un autre cofinanceur, quel qu'il soit, en fait. C'est le même Process. Voilà. Donc, bonjour, le service aménagement et habitat. Donc, vous pouvez compter sur la collaboration entre les deux services. Voilà, et on se tiendra informés mutuellement sur la validation du financement en région dans le plan de financement. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, pas d'autres mains levées. Alors, je regarde. Les projets en cours d'attribution, le niveau 38 B. Non, je public. Je n'ai pas compris. Oui, oui, on parle bien de l'avant-projet, c'est détaillé, à chaque fois tel que défini dans le code de la commande publique, effectivement, pour répondre à la question relative à ce point-là. On sera le projet appel à projet sur les logements sociaux, j'imagine. Ça sera le seul, a priori. Enfin, en tout cas, à ce stade, il faut savoir quand même que par rapport à ce qui a été défini dans le programme 21-27, on avait initialement une enveloppe de 14,3 millions allouée à cette thématique-là. Et là, comme vous avez pu le voir, l'enveloppe prévisionnelle a été ouverte à 20 millions d'euros. Donc voilà, ça sera certainement le seul appel à projet de la programmation 21-27. Voilà. Donc, je n'arrive pas à afficher correctement le nuage de réponses.
Bah, tant pis, c'est pas grave. Tant pis, c'est les aléas du direct, on va dire. Voilà, les coordonnées, c'est important. Et enfin, voilà, pour finir, vous avez les coordonnées. Donc, vous avez le mail générique du service. Vous avez donc mon mail et celui de ma collègue Léonore. Donc, voilà, on est toutes les deux sur la thématique énergie. On se répartit un petit peu les appels à projets. On va dire que je pilote peut-être plus les logements sociaux et elle est sur les bâtiments publics, mais vous pouvez nous contacter indifféremment. On sera là pour répondre à votre question. Et puis, bien sûr, il y a tout un tas d'informations sur le site, donc europe.maregionsud.fr. Voilà. Donc, on va pouvoir passer voilà, s'il y a d'autres questions, on est là pour y répondre. En tout cas, merci pour votre attention. Monsieur Mazoyer indiquait à nouveau que souvent les rendus APS sont très aboutis vu qu'il y a un engagement financier du mandataire. Et, on en vient assez régulièrement à cette question de maturité avec la phase APD qui nous permet d'avoir des dossiers stabilisés normalement en termes de réalisation effective de travaux. Et donc de projection pour nous sur l'objectif BBC visé, notamment et encore plus spécifiquement sur cet appel avec l'option à coût simplifié. Donc voilà, c'est un requis sur lequel on ne pourra pas revenir. D'accord. Non, mais c'était juste pour le préciser, puisque bon, nous, on fait toutes sortes de projets. Enfin, bon, moi, je suis maître d'œuvre, je ne suis pas maître d'ouvrage, mais souvent, pour nos maîtres d'ouvrage, en tout cas, quand on fait une conception-réalisation, il y a des rendus en phase concours qui peuvent être plus complets que certains APD, quoi, je veux dire. Mais bon, si c'est votre critère, c'est votre critère, hein. Enfin, mais c'est pour le préciser, quoi. Voilà. Ouais, Oui. si je peux juste compléter en fait par rapport à ce que vous venez de dire, et c'est exactement surtout le cas des conceptions-réalisation, hein. Parce qu'en fait, le groupement, l'opérateur économique s'engage sur un projet APS, certes, mais très très détaillé, avec beaucoup de précision, parce qu'il y a un engagement financier et même enfin de gain énergétique, etc. C'est pour ça que j'ai posé cette question par rapport aux conceptions-réalisation tout à l'heure. Oui, oui, nous entendons. Après, voilà, on va dire que c'est les critères que nous avons définis qui seront donc appliqués. Mais voilà. Madame, alors, il y a une main levée. Oui. Oui, j'ai juste une petite dernière question. J'ai bien noté que l'opération ne doit pas être commencée avant le 1er janvier 2021, mais Oui, c'est un démarrage de travaux ou lancement, enfin études, maîtrise d'œuvre, etc. Travaux. Travaux, ok, super, merci. c'est les premières dépenses engagées au titre desquelles voilà, l'opération démarre en termes de travaux, tout ce qui est études préalables, foncier et tout ça. Enfin, là, il n'y a pas la question Oui, du études de foncier. maîtrise d'œuvre aussi, donc Voilà. elles peuvent avoir commencé avant. Ok, parfait, merci. On a une autre main levée. Oui, Monsieur. bonjour. Gilles Garinet, CDC Habitat. Euh, je voulais revenir, moi, c'était sur le critère technique du confort thermique d'été Oui. et notamment des brises soleil. Je suis allé lire, en fait, l'appel à projet PDF que vous nous avez transmis. En fait, c'est exigé d'avoir des brises soleil sur le sud et l'ouest, chose qui n'est pas forcément courant, et vous demandez vraiment des brises soleil, c'est-à-dire que des volets, type volets roulants, etc., sont bien précisés comme ne pouvant pas faire office de brise soleil. Et d'autre part, il y a effectivement deux dérogations ou exceptions qui ne sont que ABF ou masques existants permettant de faire de l'ombre, effectivement, sur ces deux façades. Je pense que ça va exclure un certain nombre de projets, sauf à avoir éventuellement des balcons qui avaient été construits lors de la construction, puisqu'on est en réhabilitation, ou éventuellement de nouveaux balcons.
c'est quand même pas tous les jours, ou des coursives extérieures ou ce genre de choses qui pourraient permettre effectivement d'avoir naturellement, entre guillemets, ces brises-soleil intégrées. Donc les opérations qui sont déjà en cours vont être difficiles à faire passer, ne serait-ce que pour ce critère-là, compte tenu de la pertinence qui semble être fléché uniquement sur ces deux sujets techniques, donc d'ABF ou de masques déjà existants. Alors, pour répondre à votre question, en fait, donc effectivement, enfin, on souhaite la mise en place de brise-soleil, de vrais, comme vous avez dit, de vrais brise-soleil, mais l'idée, c'est pas de limiter aux 2 cas que vous avez cités. Voilà, c'était des exemples qui sont dans l'appel à projet. En revanche, effectivement, si le projet n'en met pas en place, il faudra le justifier. Voilà, de dire bah, c'est pas pertinent parce que. Mais en fait, l'idée, c'est d'avoir des bâtiments performants qui utilisent des solutions bioclimatiques, pouvoir ensuite derrière avoir un confort d'été acceptable pour les personnes qui occupent le logement. Des solutions techniques, je pense qu'il en existe, voilà, il en existe en fonction des caractéristiques des bâtiments, etc. Après, Alors, pour compléter, juste pour préciser, sur cet appel, on n'a pas d'exigence chiffrée de résultats par rapport à la STD. Pour autant, il est important au vu de l'évolution des choses d'un point de vue climatique aujourd'hui, d'avoir un œil attentif sur ce sujet du confort d'été. La question des brises soleil, elle est apparue comme une possibilité technique voilà, qui nous permet de couvrir la problématique et de s'assurer que c'est un enjeu qui a effectivement été pris en compte dans les travaux. Après, voilà, s'il y a un critère qui vous permet de nous expliquer qu'il n'y a pas de possibilité de mise en œuvre, c'est un point qu'on regardera ensemble. Mais il n'est pas aussi catégorique que sur ces deux simples raisons qui pourraient être invoquées. Pour autant, c'est un sujet on le vit tous au quotidien et de plus en plus tôt, en plus dans l'année, et spécifiquement pour des habitants. Voilà, c'est un sujet important qu'il faut appréhender, mais qu'on imagine que les personnes autour de la table en tant que maître d'œuvre incluent déjà dans leur projet. oui, oui, enfin, sur le fond, je suis complètement d'accord avec vous, hein. Voilà. C'est un sujet important, mais je dirais que le fait de pouvoir dire on en met à l'ouest et au sud de façon obligatoire, alors même qu'on a une STD à côté sur le confort thermique d'été, qui va peut-être préconiser d'en mettre à certains niveaux, ce genre de choses, bon, ça sera des choses à vous détailler en réalité Oui, voilà. dans le dossier. Il faudra y travailler et voilà, dans le cadre des échanges qu'il y aura avec l'équipe, ce sera un point à regarder ensemble, mais Ça va, voilà, il compris. est a Merci. priori pas rédhibitoire selon les cas de figure. on a une autre personne avec une main levée. Joanne Soreille. Oui, oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Joanne Soreille, directeur technique, l'Office public de l'habitat des Hautes-Alpes. J'interviens suite à l'intervention de mon collègue sur le confort d'été et ces brises soleil. Je suis dans les Hautes-Alpes. Est-ce que le critère Hautes-Alpes, nous n'avons pas du tout les mêmes contraintes de confort d'été que les autres départements de la région PACA, permettrait d'être exempté de ce critère de brise soleil? Chose que l'on ne fait jamais. Le plan canicule dans les Hautes-Alpes, ce n'est pas quelque chose que l'on vit régulièrement Bah, ça, c'est par rapport aux conditions météo. Pardon. Ça va être la simulation thermique dynamique qui va aussi permettre peut-être de justifier de la non-pertinence de la mise en place de ces éléments-là. Ok, parce que là, clairement, nous avons plusieurs projets qui rentreraient, mais à chaque fois, la case brise-soleil, ce ne sont pas des choses que nous faisons pour les raisons que je viens d'expliquer, hein, le fait du climat qui est différent du reste de la région. Et sinon, ben là, il n'y a aucun projet clairement qui passe, hein. On peut prétendre à aucun de nos projets. On en a peut-être 6 ou 7 en cours. Et juste pour l'histoire des brises-soleil, tous les projets seraient, ben, on ne répond même pas à l'appel à projet, quoi.
Oui, enfin, voilà, c'est à discuter, comme l'a dit. Pour regarder les critères, il y a un principe, même si effectivement vous n'avez pas les mêmes vagues de chaleur aussi poussées qu'on peut avoir en bordure littorale ou dans l'intérieur des terres, on a aussi des phénomènes qui commencent à s'accroître, y compris sur les territoires alpins. Après, voilà, il y a peut-être des justificatifs en termes d'intensité qu'il faudra appréhender à travers notamment la STD, comme vous l'indiquez, Églantine. Ok, Mais donc voilà, on il peut faut quand même regarder déposer cas les par cas. dossiers. Ok. Pardon? Ok, donc on pourrait quand même déposer les dossiers sans les brise-soleil et en pouvant justifier Exactement. avec étude. Ok, très bien, merci. Peut-être une petite précision, je ne sais pas si on l'a dit, si vous avez plusieurs projets, ça sera un dossier de demande de subvention par projet du coup. Alors, ça a été demandé dans le chat d'ailleurs à un moment. Il y a un interlocuteur qui a demandé comment a été appréhendée la question du barème par bâtiment ou par. C'est pour l'opération, quoi. Voilà. C'est sur un même site géographique. Si votre résidence comporte plusieurs bâtiments, ça va être la somme des logements que compose la résidence finalement. Et la CEP initiale sera calculée sur la base de l'annexe indicateur, comme vous l'a présenté, Églantine. Voilà. On a un autre main levée, Curtelin Guillaume. Oui, bonjour, Guillaume Curtelin, donc Batigère. J'avais une question concernant donc cet appel à projet qui prévoit donc de s'occuper vraiment de la rénovation énergétique des bâtiments. Nous, dans le cadre de nos réhabilitations, nous prévoyons également donc des travaux d'embellissement intérieur et également parfois de la résidentialisation sur les extérieurs. Donc, est-ce qu'il faut découper le programme de travaux vous présentant les différents types de travaux que nous avons au niveau des bouquets, ou est-ce qu'en fait on vous présente une enveloppe globale? Alors, en termes d'enveloppe, vous aurez. Enfin, c'est ça qui est. En fait, on change complètement de façon de présenter les projets, c'est-à-dire qu'on n'a plus de données purement économiques finalement. Ça va être le barème de coût standard qui va vous permettre de connaître le coût total éligible. Donc, en termes de présentation du projet, vous pouvez nous présenter voilà, l'ensemble de votre projet en faisant un focus sur la rénovation énergétique, parce que nous, c'est ce qui va être financé finalement par le FEDER, en justifiant voilà, au moins la mise en place d'au moins une action qui a été définie dans l'appel à projet. Mais on ne va pas séparer le programme travaux en termes de dépenses au réel, en fait. C'est une estimation de coût de travaux par logement en fonction du nombre de logements que comporte votre programme de travaux et de la consommation de la CEP initiale qui a été calculée voilà, dans l'annexe 4. En fait, votre opération doit être une opération de rénovation BBC, inclure l'approche confort d'été à travers la STD telle qu'on vient d'en discuter. Et à partir de là, effectivement, vous devez nous faire état de certaines typologies de travaux qui sont inclus dans notre barème. Et sur cette base-là, vous avez tant de nombre de logements dans votre opération par site. Et là, on applique un ratio. Donc, en fait, il faut y aller étape par étape. Il faut la première étant que vous ayez une opération de rénovation BBC. Alors, je ne sais pas ce que vous appelez embellissement et résidentialisation. En fait, les Mais, embellissements, là, on profite souvent de faire nos rénovations énergétiques et de refaire, par exemple, les cages d'escalier avec des traitements de peinture, de sol, de plafond, de luminaire. Et la résidentialisation, souvent, en fait, nos résidences sont ouvertes. Et en fait, on profite de nos travaux pour sécuriser, mettre des digicodes, mettre du vigic, ce genre de choses, en fait. D'accord. Voilà, donc en fait, on a un programme de travaux très complet sur les résidences. Mais donc, j'ai bien compris qu'effectivement, à partir du moment où on rentre dans ces critères, en fait, on a un bouquet de travaux complet, global, qu'on vous présente succinctement. Mais ce qui est important pour vous, c'est effectivement le respect des différents critères énergétiques. Voilà. Pardon, juste pour compléter le propos de Guillaume, dans le cadre des résidentialisations, on fait aussi des travaux sur l'imperméabilisation des surfaces extérieures.
donc avec les plantations, des pavés de Rhénan, etc., pour le confort d'été. Donc ça, je ne sais pas si ça rentre dans les critères, parce que je rejoins mes collègues de CDC, on ne met pas des BSO systématiquement sur les résidences. En fait, c'est ce qu'on expliquait. On va pas, alors, de fait, ce ne sont pas des travaux qui sont listés dans les travaux qui sont couverts par le barème de coûts unitaires qu'on vous a présenté. Mais on ne va pas regarder. Nous, on va juste s'assurer que vous faites des travaux de rénovation énergétique et que tels qu'ils ont été listés et tels qu'ils sont listés dans l'appel à projet, donc voilà, isolation, etc. Au moins un poste de travaux, et que le niveau de performance énergétique soit atteint. C'est ça qu'on va venir vérifier. Après, ça vous permettra donc, grâce au barème, de déterminer un coût total éligible. Mais on ne va pas venir regarder vos dépenses réelles et ce à quoi elles correspondent. C'est-à-dire qu'on va pas vérifier que les travaux énergétiques coûtent tant et que la désimperméabilisation coûte tant, etc. On ne va pas regarder ça. On va juste déterminer le coût total éligible sur la base du barème à partir du moment où vous avez réalisé un poste de travaux de rénovation énergétique et que les critères d'éligibilité sont remplis, donc notamment le niveau de performance. Pourtant, il y a effectivement une liste de travaux et il faut que vous en ayez dans le barème et il faut que vous en ayez effectivement engagé une typologie de travaux correspondants pour que vous soyez éligible à cet appel et du coup au barème qui simplifie, comme le disait Léonore et Glantine, et l'instruction et la certification de vos dépenses. Donc, si vous en faites des dépenses qui ne sont pas listées en plus, qui permettent effectivement de travailler sur la désimperméabilisation, ça, c'est pas un souci. Mais la désimperméabilisation des espaces extérieurs ne fait pas partie des typologies de dépenses telles qu'elles sont prévues dans le barème. Ça n'exclut pas que vous puissiez en faire, mais ce n'est pas cette typologie de dépenses-là que nous, on vous demande de faire pour répondre à l'appel à projet, en fait. Après, je crois que c'était peut-être plus par rapport aux brise-soleil, à la mise en place des brise-soleil, votre question ou... Oui, il y avait aussi ce sujet-là. Donc, même réponse du coup que pour les collègues, c'est-à-dire que voilà, si vous mettez en place... Mais pour moi, ça sera en discuter, mais pour moi, les arbres, ça peut être coupé, donc voilà, à voir... Ça peut mourir, ça a une vie, une durée. Pas forcément un critère qui sera validé pour vous exclure il faudra qu'on en rediscute, mais c'est au cas par cas. On va regarder au cas par cas cette question de la STD qui, on le comprend à travers nos échanges, va être un sujet de discussion. Merci pour votre réponse. Merci à vous. Alors, je vois a priori pas d'autres mains levées. Je pense que... Est-ce qu'on a répondu à une majorité de vos premières questions à travers cette présentation et ces premiers échanges? Globalement, à ce stade, n'hésitez pas de toute façon, le principe est que vous alliez effectivement prendre connaissance de l'appel, voir tous les sujets que ça soulève et on est à votre disposition pour y répondre dès le mois de juillet, là, pour démarrer avec vous une perspective de dépôt au 22 octobre prochain. Alors, on a eu une petite coupure de réseau en ce qui me concerne. Donc, le webinaire va être en deux phases en ligne puisque j'ai perdu mon réseau pendant la présentation. Donc, de toute façon, tout sera mis en ligne et l'appel et l'appel y est déjà, la présentation et le webinaire. N'hésitez pas à revenir vers nous comme vous l'indiquez déjà dans le chat. Merci à tous. Et puis, prochaine étape, des échanges en bilatéral. Merci. Passez une bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.